Bonjour André Chieng. Oui, bonjour Julien. Alors je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes basé en Chine actuellement, alors on parle? Absolument, je vous écoute à partir de Pékin. Très bien. Bah, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, me raconter un petit peu votre parcours, ce que vous faites et surtout les lunettes que vous portez pour regarder le monde et notre époque? Écoutez, mon histoire est assez simple. Je suis d'origine chinoise, mes deux parents étaient chinois, mais je suis né en France, à Marseille pour être plus précis, et j'ai vécu toute mon enfance et toute ma jeunesse à Marseille. Ensuite, je suis monté à Paris, comme on dit, pour faire des études supérieures. Et quand j'ai terminé mes études supérieures, je me suis retrouvé pendant quelques années en Chine, en qualité de ce qu'on appelle un expert, c'est-à-dire que j'étais en réalité un professeur, professeur de langue et professeur d'économie en Chine. J'ai travaillé ainsi pendant 2 ans, entre 1978 et 1980, avant de revenir en France, où là j'ai rejoint une société qui était une société de commerce spécialisée dans les relations entre la France et la Chine. Et j'ai fini par racheter cette société avec un certain nombre d'autres amis et j'ai transformé cette société en société de conseil, ce que nous faisons donc depuis maintenant presque 40 ans. Je dirige cette société donc depuis ce moment-là. Je suis également vice-président du comité Franchine. Le comité Franchine, c'est l'organisme chargé des relations entre la France et la Chine, entre les patrons français et les patrons chinois, rattachés au MEDEF actuellement. Et je me suis installé en Chine à partir de l'an 2000, avec évidemment des voyages fréquents entre les deux pays. Et pour terminer, je dirais que ce à quoi je me suis attaché au cours de ma carrière professionnelle, ça a été d'essayer de comprendre la Chine et surtout de l'expliquer à mes clients qui étaient les patrons français. Et je me suis efforcé de faire en sorte que la Chine, qui est un pays que l'on qualifie de compliqué, puisse être simple, en tout cas pour mes auditeurs et pour mes clients. Ok, très bien. Bah, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment autour de la Chine et c'est souvent et puis dans le monde d'une manière générale et c'est un grand pays qui est souvent assez mal compris, en tout cas chez nous. Donc on va essayer de passer du temps pour mieux le comprendre et pour regarder aussi ce qui sa place dans le monde et ce qui est en train de se jouer et comment ça va être déterminant aussi pour notre avenir à nous. Je voudrais qu'on commence par justement par déblayer, par prendre de la hauteur de vue pour comprendre comment fonctionne la Chine et comment est-ce qu'il la structure. Puisque, donc, comme j'ai dit, on regarde souvent la Chine à travers de nos lunettes d'occidentaux, en fait, ce qui est inévitable, à moins qu'on ait vraiment passé beaucoup de temps là-bas. Mais si vous deviez décrire la manière dont la Chine, pardon, se pense elle-même, quelles sont selon vous les grandes choses qu'il faut comprendre en fait? Comment vous expliquez ça? Quelles sont les grandes lignes de sa vision du monde, de sa vision de son histoire et de son rôle dans le monde? En fait, vous me demandez en quelque sorte une définition de la Chine. Eh bien, moi je vais répondre à la chinoise, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire ce que la Chine est, mais je peux vous dire ce que la Chine n'est pas. Bon. Alors, la première chose qui me frappe et qui me paraît très importante, c'est que la Chine n'est pas un pays religieux. Donc, les Chinois ne connaissent pas et ne comprennent pas le fait religieux. Et en particulier, la culture chinoise est assez étrangère aux religions du livre, qui est une caractéristique bien sûr commune à la plupart des pays occidentaux. Il y a toujours une religion du livre, que ce livre soit la Bible, que ce soit la Torah ou que ce soit le Coran. Bon. En Chine, il n'y a pas d'équivalent. Bon. Alors, tout ceci est un petit peu théorique, on peut dire est un peu philosophique, mais il a des conséquences pratiques qui sont assez importantes. Par exemple, une première conséquence, et ce qui frappe les Chinois, c'est
ce que j'appellerais l'obsession que les Occidentaux ont pour la vérité. Bon. Et on le comprend, puisque la vérité se trouve à la confluence entre les religions et les philosophies. Bon. On se rappelle que pour Platon, donc, que je prendrais comme étant le fondateur de la philosophie européenne, bon, la recherche de la vérité était en quelque sorte le but ultime de la philosophie. Et pour la religion chrétienne en particulier, eh bien, la vérité, c'est Dieu, tout simplement. Donc, quand on relie les deux, on comprend que la vérité soit un élément extrêmement important pour les Occidentaux. Alors, je ne dis pas que les Chinois ne s'intéressent pas à la vérité, mais d'abord, les Chinois n'ont pas vraiment la notion de vérité au sens philosophique du terme, tel qu'on peut l'avoir en Europe. Et d'autre part, les Chinois se sont intéressés à autre chose, parce que si on essayait de désigner un livre qui représente un peu la culture chinoise, qui soit à l'origine de la culture chinoise, eh bien, ce qui vient à l'esprit, c'est le I Ching. Le I Ching qu'on traduit par le livre des mutations. C'est-à-dire que autant les Occidentaux s'intéressent à la vérité, autant les Chinois, eux, s'intéressent à ce qui change. Il ne faut pas oublier que la Chine est un pays agricole, c'est un pays avec une forte tradition ancienne chamanique, et par conséquent, ce qui les intéresse, c'est l'alternance du jour et de la nuit, c'est du chaud et du froid, c'est l'alternance des saisons et le renouvellement incessant des saisons. Donc, si vous voulez, vous voyez déjà là qu'il y a deux manières d'appréhender le monde qui sont extrêmement différentes. D'une part, cette recherche de la vérité une, indivisible, qui agite les Occidentaux, et d'autre part, cette constante observation des changements qui est vraiment le fait des Chinois. Est-ce qu'il y a d'autres choses fondamentales comme ça à comprendre dans la philosophie chinoise, dans la manière de regarder le monde par rapport à la notion de progrès, la notion de cycle, des choses qu'on a communément en tête, mais qui vont être structurantes? Oui, alors il y a un certain nombre d'autres éléments qui découlent de ce que je viens de dire. Bon. Par exemple, une autre différence extrêmement importante entre les deux cultures est que, à partir du moment où vous avez la vérité s'assimile au bien. Donc, vous avez toujours en Occident cette lutte entre le bien et le mal. Alors, bon, donc, ça peut être plus ou moins important, plus ou moins caricatural, mais évidemment, on cherche le bien qui est Dieu. Bon. Comme vous le savez, la Chine, elle, a une vision sensiblement différente des notions de bien et du mal. La Chine s'intéresse beaucoup plus au yin et au yang, c'est-à-dire que ce qui compose le monde, c'est pas la lutte entre le bien et le mal, c'est à la fois la lutte, mais l'équilibre entre le yin et le yang. Bon. C'est-à-dire que ce qui est mal n'est pas nécessairement mal dans l'absolu, que ce qui est bien n'est pas nécessairement bien dans l'absolu. Je vous donne un exemple très simple. Bon. Si vous prenez quelque chose comme le curare, par exemple, qui est un poison, vous savez, très dangereux, bon, vous pouvez tuer quelqu'un avec le curare. Mais si vous l'utilisez dans des doses extrêmement faibles, c'est au contraire un remède extrêmement puissant. C'est-à-dire que ce n'est pas le curare en tant que tel qui est un poison ou un médicament, c'est la façon dont on l'utilise. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui sépare, je dirais, en termes philosophiques, la vision chinoise et la vision occidentale du monde. Mmh. Alors, une dernière conséquence, et puis on terminera là, si vous voulez, pour ne pas trop aller dans la philosophie. Et à partir du moment où vous avez une culture qui cultive le bien, évidemment, on cherche à avoir le plus de bien possible. Donc, on comprend tout à fait que la culture occidentale soit une culture de la maximisation. Quand vous trouvez quelque chose de bien, vous en voulez le plus possible. Bon. On en voit les conséquences de l'économie d'ailleurs, puisque les premières leçons d'économie qu'on vous donne, c'est de vous dire, bon, ben, on cherche la maximisation du profit, la maximisation de quelque chose. Donc, l'économie occidentale est basée sur la notion de maximisation. La Chine, elle, considère que tout élément poussé en son extrême est dangereux.
Donc ce que cherche la Chine, beaucoup plus que la maximisation, c'est une optimisation et un équilibre. Donc la Chine est plutôt le pays qui recherche l'équilibre, alors que l'Occident est plutôt une culture qui cherche la maximisation. Voilà, si vous voulez, quelques éléments qu'il faut avoir en tête. Pourtant, on constate que depuis une trentaine d'années, en fait, la Chine a mis en place ce qu'on appelle le miracle du développement économique chinois, c'est-à-dire qu'avec pour le coup une optimisation et une croissance extrêmement forte de l'économie, et qu'elle a adopté aussi une manière de faire de l'économie en partie, en fait, qui liée à la mondialisation et liée donc à un modèle capitaliste classique occidental, enfin, même si évidemment on va parler des nuances. Dans quelle mesure, en fait, dernièrement, la Chine a été influencée par justement cette course à l'optimisation, cette course à la croissance, cette course à la richesse aussi qui est extrêmement présente, en tout cas c'est une partie de la population chinoise, enfin en tout cas c'est ce que j'ai pu constater pour avoir vécu un petit peu à Hong Kong, où il y a, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait toujours cette recherche d'équilibre, mais une recherche aussi de croissance et d'accumulation de puissance. Donc comment est-ce que la Chine a changé ces dernières années? Est-ce qu'on est toujours là-dedans en fait? Alors, il y a un autre élément qu'il faut ajouter, qui est un élément historique quand même extrêmement important. C'est, comme vous le savez, la Chine est une très ancienne civilisation. Bon, les Chinois disent qu'ils ont 5000 ans d'histoire. Bon, donc on peut raisonnablement penser qu'elle a plus de 3000 ans d'histoire, en tout cas, prouvée. Bon. Et la Chine s'est toujours sentie stable et a toujours cherché à garder, comme je le disais, cet équilibre. Jusqu'au XIXe siècle, où là, pour la première fois de son histoire, elle est tombée sur des peuples qui étaient beaucoup plus forts qu'elle. Donc, ces peuples, évidemment, ce sont les Européens, ce sont les Anglais, les Français, enfin, bon. Comme vous le savez, les Anglais ont déclenché ce qu'on appelle la guerre de l'opium, donc qui a initié ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu le siècle d'humiliation de la Chine, c'est-à-dire qu'entre 1840 à peu près et puis 1949, il y a eu un siècle où la Chine était vraiment un pays qui était tombé très bas dans l'échelle des nations. Alors, je vous dirais un petit peu ce qui s'est passé avec mon père. Donc, je vous disais que mon père était chinois, bien entendu. Il est arrivé en France en 1937. Bon. 1937, c'est une date importante parce que c'est la date où le Japon est allé envers la Chine. Et ça, c'était le comble de l'humiliation, parce que, bien sûr, pour les Chinois, le Japon a toujours été une culture, en quelque sorte, entre guillemets, sous-culture de la Chine. Bon. Le fait que les Japonais aient pu non seulement vaincre les Chinois, mais envers la Chine, était quelque chose de particulièrement à la fois humiliant et étonnant. Alors, quand mon père est arrivé en France, il a conçu une admiration considérable pour la France, et il s'est dit, mais comment se fait-il que la France soit si en avance et que la Chine soit si en retard? Il a dit, bon, les Français sont intelligents, mais les Chinois ne sont pas spécialement bêtes. Bon, les Français travaillent, à l'époque ils travaillaient beaucoup, mais les Chinois, au fond, travaillent même à la limite plutôt plus que les Français. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence aussi importante entre les deux pays? Et sa conclusion est arrivée très rapidement, c'est-à-dire, en fait, la Chine a beaucoup trop consacré d'énergie donc, à étudier les arts, la philosophie et la littérature. Vous savez que les fonctionnaires chinois étaient recrutés par des concours, mais qui essentiellement s'appuyaient sur la littérature classique chinoise. Et mon père a constaté que ce qui expliquait ce retard de la Chine, c'était que la Chine avait raté un virage. La Chine n'avait pas du tout pris le virage de la science et de la technologie. Bon. Et ça, il n'y a pas que mon père qui s'en soit rendu compte. Vous savez que beaucoup de dirigeants chinois sont venus faire leurs études en France. On connaît bien Zhou Enlai ou Deng Xiaoping, par exemple. Et quand ils sont rentrés,
en Chine, ils ont fait la même constatation, et c'est à partir de là qu'ils se sont rendus compte que si la Chine voulait retrouver un rang honorable dans le concert des nations, il fallait absolument qu'elle cultive les sciences et la technologie. Donc, si vous voulez, il y a eu une véritable révolution qui s'est passée à ce moment-là, et la Chine n'a pas arrêté de vouloir rattraper, si on peut dire, l'Occident au niveau des sciences et de la technologie. Alors, il y a un autre élément qui explique aussi cette accélération, je dirais, et ce point important que l'on consacre à l'innovation. Bon. Vous savez que la Chine est un pays qui maintenant donc accorde beaucoup d'importance à l'innovation. Alors, la raison, enfin une des raisons qui explique cet intérêt a été une étude qui est parue en 2012 et qui a été faite conjointement par la Banque mondiale et par ce qu'on appelle le DRC, le Development Research Center, qui est le principal think tank chinois. Bon. Étude qui s'appelle Chine 2030. Bon. Et cette étude est une étude extrêmement importante qui donnait toute une série d'analyses et de conseils pour le développement de la Chine. Et cette étude a introduit en fait en Chine une notion qui a beaucoup influencé les dirigeants chinois, qui est la notion de piège du revenu moyen. Alors, cette notion est une notion qui a été développée par la Banque mondiale, je vous l'explique en quelques minutes. Bon. La Banque mondiale s'est rendue compte que beaucoup de pays, qu'on appelle aujourd'hui des pays émergents, avaient commencé dans les années 70, 80, à développer une réforme, enfin entreprendre des réformes dans leur pays, et que ces réformes au début se passaient très bien. C'est-à-dire que les pays voyaient leur économie se développer, décoller, donc tous les indicateurs étaient au vert, la croissance augmentait, le chômage diminuait, tout se passait très bien. Et puis arrivé à un certain moment, donc à l'époque c'était à peu près quand le PIB par habitant atteignait de l'ordre de $5 000, eh bien cette croissance connaissait des ratés. Bon, alors quelle était la cause de ces ratés? Eh bien, c'était le fait que le pays commençait à devenir un peu plus riche. Il commençait à y avoir des sociétés nationales qui se développaient, sociétés nationales qui évidemment cherchaient à gagner le plus d'argent possible. Et à ce moment-là, elles se sont rendues compte que le plus simple pour gagner de l'argent, c'était de protéger leur marché. Et pour protéger le marché, vous avez deux méthodes très simples, enfin très simples en théorie, qui sont d'exercer un monopole ou d'être protégé par le protectionnisme, c'est-à-dire d'être protégé contre les concurrents domestiques, c'est le monopole, ou d'être protégé contre la concurrence étrangère, c'est le protectionnisme. Alors à ce moment-là, eh bien, on se rendait compte que la productivité du pays commençait à stagner, bon, que la richesse commençait à donc ralentir, bon, et des crises commençaient à se développer. Et les gouvernements étaient obligés de subventionner les biens de consommation, donc ce qui créait des crises financières, et le pays retombait sans avoir véritablement décollé. C'est ce que la Banque mondiale appelait le piège du revenu moyen. Et la Banque mondiale a conclu qu'il y avait une poignée de pays qui avaient réussi à échapper au piège revenu moyen. Et ces pays, quels sont-ils? Ben, c'est ce qu'on appelait un peu ensuite les tigres asiatiques, c'est-à-dire c'était Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour. Bon. Et comment ont-ils, eux, réussi à éviter le piège revenu moyen? Eh bien, c'est parce qu'ils ont sans arrêt développé l'innovation, ils ont pu augmenter la productivité, et en quelque sorte, c'est l'innovation qui a été l'outil qui leur a permis d'échapper au piège revenu moyen. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup impressionné les agents chinois, ce qui explique que désormais, si vous écoutez
les discours de Xi Jinping, par exemple, eh bien, vous vous rendez compte que pratiquement dans tous les discours, il parle d'innovation. De rester sur un élément culturel aussi qu'on n'a pas trop abordé, et qu'on entend souvent quand on parle de la Chine, c'est cette opposition qu'il y aurait entre la logique de groupe et celle de l'individu, entre l'efficacité aussi et la liberté. Je voulais savoir notamment comment est vue cette question-là et qu'est-ce que ça dit aussi de la vision de l'organisation du régime et de la vision que la Chine va avoir, par exemple, de la démocratie telle qu'on l'entend en Occident, parce que c'est un sujet qui revient tout le temps quand on parle de la Chine. Donc, comment c'est abordé? Alors, vous avez raison, la Chine, mais elle n'est pas seule. Je dirais que toutes les cultures asiatiques sont des cultures qui ont tendance à privilégier le groupe par rapport à l'individu. On le voit de façon très simple. Bon, vous appelez par exemple Julien Devorex. Bon, eh bien, vous êtes d'abord un individu qui s'appelle Julien, et puis vous apportez une famille qui s'appelle Devorex. Moi, je m'appelle André Cheng parce que je suis né en France et on m'a donné un prénom français. Mais mon nom chinois, c'est Tian Fazheng. Donc, j'appartiens à la famille Tian, et dans la famille Tian, je suis la personne qui s'appelle Fazheng. Vous voyez, ne serait-ce que par la façon dont on nomme les gens, on voit bien l'importance du groupe et de l'individu. Donc, effectivement, traditionnellement, la Chine est un pays où vous avez un certain nombre de groupes concentriques, c'est la famille, le village, la tribu. Donc, il y a effectivement une prévalence du groupe par rapport à l'individu. Bon. Mais, ceci dit, donc l'influence occidentale qui est venue s'imposer en Chine fait que la notion d'individu est une notion qui n'est pas absente donc de la société chinoise actuelle. Bon, encore une fois, la Chine cherche un équilibre un petit peu entre l'individu et le groupe. Alors, vous avez posé une autre question très intéressante sur la démocratie. Bon, la notion de démocratie donc est arrivée en Chine depuis maintenant pas mal de temps. Bon. Et avec elle, des notions comme celle des droits de l'homme, par exemple. Bon. Alors, on accuse souvent les Chinois de ne pas respecter les droits de l'homme. Bon. Il faut bien comprendre que les Chinois ne méprisent pas les droits de l'homme, mais simplement, ils n'accordent pas nécessairement la même importance à tous les éléments qui composent les droits de l'homme. Pour être très simple, bon, dans les droits de l'homme, il y a aussi une partie qu'on néglige en général quand on est en Occident, c'est le fait que tout homme a le droit de manger, de vivre, d'avoir un salaire, d'avoir un travail. Bon. On privilégie plutôt la liberté politique, la liberté d'expression. Donc, bon. Eh bien, en Chine, c'est l'inverse. Donc, les Chinois ont retenu surtout les droits de l'homme que chacun avait le droit de pouvoir vivre, et de pouvoir travailler et de pouvoir se nourrir à sa faim. Bon. Voilà un petit peu ce qui explique la différence qu'on peut avoir sur la vision de la démocratie et des droits de l'homme. Comment fonctionne le pouvoir en fait en Chine? Quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport au fonctionnement du régime justement entre le parti, le président, le premier ministre et puis aussi tout ce qui va être centralisé, les provinces? Quels sont les équilibres du chinois? Pour nous, c'est parce qu'on a un système qui est extrêmement différent du nôtre, que souvent on va labelliser d'autoritaire, certains vont même aller plus loin, parler de dictature, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on entend. C'est évidemment plus complexe que ça, mais ça nous est très étranger, parce que c'est pas du tout notre système. Voilà. Quelle est la vision du pouvoir, la nécessité aussi, peut-être historique, de centraliser un État aussi grand que la Chine, et aussi pluriel, et comment est-ce qu'il est concrètement organisé aujourd'hui? Quels sont les rapports de force? La Chine a la caractéristique d'être à la fois un pays très centralisé et très décentralisé. Bon. Alors, je vais me référer à un ouvrage qui me paraît très important, et qui a été écrit par le grand historien français Fernand Braudel, vous savez, qui avait écrit la Méditerranée au temps de Philippe II. Il y a un passage absolument passionnant où Braudel explique
ce qui a causé, au fond, la désintégration de l'empire de Philippe II, qui était, comme vous le savez, installé à Madrid. Donc Braudel explique que Philippe II était un roi qui était très travailleur et qui recevait des centaines de lettres tous les jours et qui tâchait d'y répondre le mieux possible. Bon. Mais il expliquait que le très grand problème de l'empire de Philippe II était son étendue. Donc, qui évidemment recouvrait une bonne partie de l'Amérique du Sud. Donc, mais en dehors de cela, même en Europe, il y avait l'Espagne, il y avait les Pays-Bas, donc il y avait l'Autriche et il y avait une partie de l'Italie. Et il a passé beaucoup de temps à étudier le temps que mettait une lettre partant de Madrid et allant jusqu'en Sicile. Donc, il imagine que le vice-roi de Sicile a besoin d'avoir un ordre, une instruction de la part du roi. Donc il utilise la galère la plus rapide pour aller de Sicile jusqu'en Espagne, et ensuite des coursiers. Bon. En gros, il arrivait à la conclusion qu'il fallait, je crois, 2 ou 3 mois pour que la question parvienne jusqu'au roi et que le roi puisse donner la réponse, même en supposant que la réponse soit immédiate. Et autrement dit, pour Fernand Braudel, ce qui a causé la désintégration de l'empire de Philippe II, ce n'était pas l'hostilité de la France, comme on le croit parfois, mais c'est tout simplement l'espace et le temps. Alors, cela pose une question, c'est que finalement, l'empire chinois est un empire qui a été unifié, vous savez, par le premier empereur en 221 avant Jésus-Christ, et finalement, l'empire chinois est toujours resté un empire tout au long des siècles. Alors, comment se fait-il que l'empire chinois, lui, soit resté alors que l'empire de Philippe II a éclaté? Eh bien justement, c'est parce que les Chinois, en fait, pour simplifier, ont inventé l'ENA. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'ENA? L'ENA, en fait, c'est une école où on formate les esprits des gens. C'est-à-dire que vous avez des gens très intelligents que l'on met ensemble et à qui on apprend comment il faut réagir en toutes circonstances. Et c'est à peu près ça, ce qui a été fait en Chine. C'est-à-dire que les fonctionnaires impériaux que la Chine envoyait dans différentes provinces avaient été formés pour pouvoir faire face à un peu toutes les éventualités. Et alors, à ce moment-là, quand quelqu'un était envoyé comme gouverneur d'une province lointaine, par exemple, quand il avait à faire face à un problème, eh bien, il adoptait des solutions, il faisait un rapport, ensuite, à l'empereur, donc rapport qui pouvait l'inciter à être désavoué par l'empereur, donc à ce moment il était rappelé, ou il était, dans le pire des cas, exécuté, bon. Mais au moins les choses étaient faites. Donc c'est cet équilibre et cette architecture entre la centralisation et la décentralisation qui a permis à l'Empire chinois de perdurer au cours des siècles. Comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont les enjeux et comment ça fonctionne en fait? Comment les décisions sont prises? Est-ce que Xi Jinping a notamment depuis qu'il est arrivé, a fondamentalement changé les équilibres et a accumulé un certain nombre de pouvoirs de manière inédite? Voilà, comment les décisions sont prises? Est-ce que c'est collégial? Est-ce que c'est un seul homme? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, des luttes internes? Est-ce que c'est où il y a une partie qui est décentralisée pour comprendre à quel État on a affaire, et puis comment sont prises les décisions? Bon. Alors, vous savez, je dis parfois que il y a 2 institutions dans le monde qui sont les plus anciennes institutions existant encore aujourd'hui, et qui ont dépassé le millénaire. Ces 2 institutions sont d'une part la bureaucratie chinoise, avec le système donc des mandarins, comme on dit, et c'est le Vatican. Bon. Et alors évidemment, on a l'impression que ce sont 2 institutions qui sont très très différentes. J'ai toujours été frappé par le fait que ces 2 institutions avaient beaucoup de points communs. Donc actuellement, comme vous le savez, nous sommes en train d'assister à l'élection du nouveau pape. Bon. Donc c'est très intéressant parce que... Donc on est en train d'assister à l'élection du nouveau pape. Et c'est très intéressant parce que finalement, je me rends compte que le choix du pape suit un cheminement qui n'est pas si différent du choix du secrétaire général du Parti communiste chinois. Bon. Ok. C'est quand même
ça laisse quand même réfléchir, parce qu'on a l'impression en Occident que c'est la démocratie qui permet la stabilité et la continuation des régimes. Bon. Or, on constate que rien n'est plus durable et ancien que l'Église catholique et le Vatican, qui n'est pas particulièrement démocratique. Donc, c'est un petit peu le même mécanisme qui prévaut en Chine. Alors, il faut me poser la question de savoir ce qu'il en est de Xi Jinping. Donc, est-ce que Xi Jinping est vraiment le plus autoritaire de tous les dirigeants chinois qu'on a eus depuis Mao, comme on le dit, donc de façon très courante. Donc, et Xi Jinping, au fond, est en train de changer la nature du régime chinois. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est la nature du régime chinois qui fait que finalement, actuellement, nous avons quelqu'un comme Xi Jinping qui est à la tête de la Chine. Alors pourquoi cela? Eh bien parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que il y a un élément absolument majeur qui surplombe absolument toute décision politique chinoise, c'est la question de la réunification de Taïwan. Je vais faire, si vous le voulez bien, un petit détour sur une question aussi très importante, c'est qu'est-ce qui fait finalement la force d'un pays? Quand on interroge les pays occidentaux, en particulier la France, eh bien, la réponse va être généralement, c'est la démocratie. C'est-à-dire que la force d'un pays dépend de la force de sa démocratie. Si on interroge les Chinois, ils vous répondront que c'est l'unité du pays qui fait sa force. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Eh bien, je pense qu'une des personnes qui a le mieux su expliquer ce phénomène, c'est, vous savez, le politologue américain d'origine japonaise qui s'appelle Francis Fukuyama, et qui a écrit un ouvrage très important qui s'appelle « De l'origine du pouvoir politique ». Enfin, donc un livre qui n'est pas très connu, donc qui est son dernier ouvrage, qui n'a pas terminé d'ailleurs, donc on attend qu'il le termine. Et Fukuyama se pose une question extrêmement intéressante dans son livre. Il dit, il compare la Chine et l'Inde. Il dit, ben voilà, deux cultures, deux civilisations qui sont très anciennes, qui ont à peu près la même durée, donc il parle de 3000 ans, ce sont deux cultures asiatiques, bon, mais qui finalement diffèrent par un élément très important, qui est que la Chine s'est unifiée en 221 avant Jésus-Christ, comme je le rappelais tout à l'heure, alors que l'Inde finalement n'a jamais été unifiée jusqu'à ce que les Anglais aient conquis l'Empire de l'Inde, et les Anglais ont été les premiers finalement à unifier l'Inde. Pourquoi cette différence? Et Fukuyama explique que ceci est dû en particulier parce que la Chine a connu une expérience historique que l'Inde n'a pas connue. Vous savez qu'à l'époque de Confucius, donc avant le premier empereur, il y a eu deux périodes qui ont duré à peu près du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'en 221 avant Jésus-Christ, donc vous avez à peu près 500 ans, donc, qui sont deux périodes que dans l'histoire de Chine, on connaît sous le nom de printemps et automne et époque des royaumes combattants. Et ce sont 500 années de guerre continue. La Chine a connu 5 siècles de guerre incessante. Et finalement, la paix n'est arrivée que par l'unification de la Chine, alors sous une contrainte, sur le férule extrêmement dure du premier empereur, qui n'était pas un enfant de cœur, comme on dit, donc, mais le premier empereur a pu apporter la paix à la Chine. Ce qui a induit dans le subconscient des Chinois le fait que l'unité, c'est la paix, et la désunion, c'est la guerre.
Donc c'est comme ça que Fukuyama explique donc cette obsession de la Chine à l'unité et le fait qu'une des conséquences de cela, c'est que la réunification donc, de Taïwan est un élément absolument majeur de toute politique chinoise actuelle. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique à Xi Jinping. On dit parfois Xi Jinping tient absolument à récupérer Taïwan, mais tous les secrétaires généraux du Parti communiste chinois avant lui avaient la même obsession. On va dire. Et du coup, le régime chinois a fait en sorte que ce soit Xi Jinping qui soit le maître de la Chine actuelle, parce que on est sûr à ce moment-là que Xi Jinping est quelqu'un qui ne va absolument pas flancher et qui ira jusqu'au bout dans la politique de réunification de Taïwan. D'accord. Donc autrement dit, ce n'est pas Xi Jinping qui modifie la Chine, c'est la Chine qui a sécrété Xi Jinping. Quel est le... Donc on reviendra sur Taïwan aussi, c'est intéressant de le poser justement comme une des priorités. J'imagine que le maintien de l'unification aussi fait partie des priorités constantes, ce qui explique aussi la centralisation du pouvoir. Quel est le rôle du parti aussi? Je voudrais comprendre en fait justement comment, encore une fois, c'est comment les choses sont décidées. Quelle est la place du parti central communiste par rapport à l'État chinois? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel, sans aller dans les détails trop techniques, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre d'essentiel pour savoir, encore une fois, pour avoir une vue du jeu politique et qui va déterminer derrière aussi le jeu géopolitique? Alors, il faut comprendre effectivement que la Chine, bon, on le sait, est un pays communiste qui se réclame du communisme, bon, donc, et un certain nombre d'experts ont tendance à analyser la Chine en chaussant des lunettes marxistes. Bon, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas non plus complètement exact. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut bien comprendre que la Chine est le résultat d'une fusion, si on peut dire, le régime chinois est le résultat d'une fusion entre deux éléments qui sont très, très différents l'un de l'autre, qui sont d'une part la doctrine marxiste que vous connaissez et la tradition impériale chinoise. Bon. D'une certaine manière, moi j'ai un peu tendance à considérer que la période actuelle, celle qui est dirigée par le Parti communiste chinois, est un peu une dynastie, comme les dynasties qu'on a connues dans le passé. Bon. Il faut comprendre que la Chine a une vision que j'appellerais organique du monde. C'est-à-dire que pour la Chine, tout dans le monde évolue un petit peu comme les plantes. C'est-à-dire qu'elles naissent, elles croissent, elles atteignent la maturité, et puis il y a une période de décadence et de fin avant de renaître. Et si vous regardez les dynasties chinoises, vous vous rendez compte que depuis la dynastie Han, donc en passant par les Tang, les Song, les Ming, les Qin, bon, la durée moyenne d'une dynastie chinoise, la durée de vie moyenne d'une dynastie chinoise, c'est à peu près 300 ans. Bon. Et on peut estimer que la dynastie actuelle, celle du Parti communiste chinois, donc a par conséquent encore un peu de temps devant elle, puisqu'elle a pris le pouvoir en 1949, donc 300 ans, vous voyez, vous faites le calcul vous-même, donc il y a quand même encore un certain temps avant que le Parti communiste chinois n'abandonne le pouvoir. Bon. Et quand vous regardez attentivement quelle est la politique chinoise, vous vous rendez compte que, et je reviens sur cette notion extrêmement importante qui est que pour les Chinois, il n'y a pas cette obsession de vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée qu'il existe un modèle absolu qui soit le modèle parfait. Et là, je reviens un peu à Francis Fukuyama. Autant, je pense que Francis Fukuyama est un géopolitologue donc remarquable, autant que vous le savez, il a écrit aussi cet ouvrage qui s'appelle La fin de l'histoire, le dernier homme, dans lequel il explique qu'au fond, la formule absolue de la perfection politique, c'est démocratie plus économie de marché. Avant de se rendre compte que ça ne marchait pas, et il est revenu un peu sur cette idée. Bon.
Donc vous avez cette idée quand même très occidentale qu'il existe un modèle parfait, qui est le modèle que Dieu a voulu. Et c'est vraiment la croyance américaine. Les Américains pensent qu'ils sont la première puissance mondiale parce que ce sont eux qui se rapprochent le plus du modèle que Dieu a voulu. Bon. Les Chinois, eux, n'ont pas du tout ce type de sentiment. Et la Chine est certes un pays marxiste, léniniste, bon, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de changements qui ont été apportés au marxisme-léninisme. Ben d'abord, vous avez la pensée de Mao, comme on dit. Donc, on vous explique que la Chine est un pays marxiste-léniniste, donc modifié par la pensée de Mao. Et puis, vous avez la théorie de Deng Xiaoping. Bon. Qu'est-ce que Deng Xiaoping a fait? Ben, Deng Xiaoping a en fait adapté le marxisme-léninisme, en tout cas dans sa composante économique, à la réalité chinoise, à la géographie et au peuple chinois. Bon. Ensuite, vous avez eu Jiang Zemin, puis vous avez eu Hu Jintao, et maintenant vous avez Xi Jinping. Quel était l'apport théorique de Xi Jinping au marxisme-léninisme? Eh bien, Deng Xiaoping a adapté le marxisme-léninisme à la géographie chinoise. Xi Jinping, lui, veut adapter le marxisme-léninisme à l'évolution du temps. Si vous regardez attentivement ce qu'on dit, on vous dit que Xi Jinping applique un marxisme-léninisme pour une ère nouvelle. C'est-à-dire que l'évolution actuelle, notamment l'évolution des technologies, fait que le marxisme-léninisme doit aussi s'adapter à ces conditions nouvelles, non seulement à la géographie, non seulement au peuple, mais également au temps. Donc, si vous voulez, je dirais que le marxisme-léninisme chinois est en quelque sorte darwinien. C'est-à-dire qu'il estime qu'il est absolument nécessaire pour perdurer qu'il puisse être celui qui s'adapte le plus. Vous savez que Darwin, alors, généralement, on comprend mal Darwin. On pense que Darwin dit que dans la lutte pour la survie des espèces, c'est l'espèce la plus forte qui prédomine, qui l'emporte. C'est pas ça. Darwin, lui, ce qu'il pensait, c'était que c'était l'espèce qui pouvait le mieux s'adapter à son environnement, qui survivait. Donc, ce que cherche à faire le Parti communiste chinois, c'est à essayer de s'adapter donc à non seulement à la géographie et au peuple, mais également à l'évolution des nouvelles technologies et à son environnement mondial. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Quelle est la perception qu'a le régime actuel, et peut-être plus largement même les élites chinoises en tout cas, de l'état du monde actuel, des grands enjeux et de la place que le pays a joué là-dedans? Et je voudrais aussi qu'on reste sur cette idée d'adaptation pour comprendre comment ça se matérialise, notamment au travers du pilotage, entre guillemets, politique de la Chine, puisqu'il y a une manière de piloter le pays au travers de grands objectifs, de grands plans qui est assez particulière. Alors, si vous adoptez, si vous vous intéressez à la géopolitique vue à partir de la Chine, bon, les Chinois de haut niveau que je suis amené à fréquenter sont convaincus depuis très longtemps que il y a une rivalité qui est inévitable entre la Chine et les États-Unis. Pourquoi? Eh bien parce que pour les Chinois, la façon dont ils analysent le monde actuel est que, bien entendu, la puissance dominante actuelle, c'est les États-Unis. Bon. Et les États-Unis sont devenus la puissance dominante depuis qu'ils ont remplacé la Grande-Bretagne. Donc ça, c'était au cours de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Et la Grande-Bretagne elle-même, qui avait pris la place de la France, qui avait été à une époque un peu le numéro 1 mondial, si on peut dire. Bon. Donc, le sceptre mondial, si on peut dire, en tout cas vu du point de vue de l'histoire occidentale, a passé entre les mains d'un certain nombre de nations, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Simplement, les États-Unis actuellement ne sont pas du tout prêts
et ne veulent absolument pas céder le sceptre à une autre nation, par exemple la Chine. Bon. Alors, la Chine ne tient pas spécialement à être le dirigeant du monde. Bon. Simplement, la Chine donc, est un pays qui est quand même beaucoup plus important que les États-Unis en termes de population. Bon. Et automatiquement, l'économie chinoise va dépasser celle des États-Unis, ne serait-ce qu'à cause de sa taille. Bon. Alors que, comme vous le savez, par habitant, donc l'économie chinoise est très très loin d'atteindre encore le niveau des États-Unis. Bon. Mais mathématiquement, arithmétiquement, l'économie chinoise va dépasser celle des États-Unis et la Chine sait que les États-Unis ont beaucoup de mal à le supporter. Bon. Donc, il voit bien cette rivalité entre la Chine et les États-Unis. Bon. Mais d'un autre côté, les Chinois ne sont pas du tout prêts et ne veulent pas du tout remplacer les États-Unis. Vous savez, il y a une notion qui a été forgée par un historien américain qui s'appelle Graham Allison, qui est la notion qui est connue actuellement sous le nom de piège de Thucydide. Donc, bon, vous savez de quoi il s'agit, c'est-à-dire que Graham Allison a repris la guerre du Péloponnèse écrite par Thucydide et explique que finalement cette guerre du Péloponnèse était inévitable parce que la puissance dominante donc, de l'époque, donc c'est la rivalité entre Sparte et Athènes, et que donc, la puissance dominante ne voulait absolument pas se faire dépasser par son challenger. Donc, et Graham Allison a fait une étude dans laquelle il montre que sur 16 cas qu'il a pu repérer dans le monde de cela, 12 cas se sont terminés par une guerre entre le numéro 1 et son challenger. Bon. Donc les Chinois sont très très conscients de cet essai de Graham Allison sur le piège de Thucydide. Mais en fait, les Chinois disent que eux ne veulent pas du tout remplacer les États-Unis et ils ont développé un autre concept qui est beaucoup moins connu, qu'on appelle le piège de Kindleberger. Alors, qu'est-ce que c'est que le piège de Kindleberger? Eh bien, le piège de Thucydide, vous savez, c'est ce par quoi on explique la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, dans laquelle, d'après Graham Allison, la Grande-Bretagne, qui était à l'époque la puissance numéro 1, donc ne supportait pas de se voir dépasser, notamment en termes de marine, par l'Allemagne. Et c'est ça qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Bon. Mais qu'est-ce qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, pour Kindleberger, donc, ce qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale, c'était le fait que la Grande-Bretagne était une puissance encore dominante, mais déclinante, et que, à ce moment-là, la puissance émergente, qui était les États-Unis, refusait, au début de la Seconde Guerre mondiale, enfin dans les années 30 et 40, refusait de prendre le leadership mondial. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que cela a fait? Ben, ça a fait qu'il n'y avait plus eu de véritable leader dans le monde, et que la conséquence a été que ça a encouragé toute une série de pays, donc l'Italie, le Japon, enfin donc l'Espagne, toutes une série de pays, à avoir un certain nombre de dirigeants ambitieux, et que ce désordre donc, qui s'est instauré dans le monde donc, a encouragé des gens comme Hitler, Mussolini et les Japonais à déclencher la Seconde Guerre mondiale. Donc les Chinois sont très conscients de cela, et pour eux, le fait que les États-Unis donc, soient une puissance qu'ils considèrent comme ayant commencé son déclin, et que la Chine ne veuille pas prendre le leadership mondial, fait qu'on se trouve dans une période qui est effectivement compliquée et dangereuse, beaucoup plus, en quelque sorte, à cause du piège de Kindleberger qu'à cause du piège de Thucydide. Quels sont les... Alors c'est intéressant ça comme point de vue, parce on entend souvent que justement qu'il y a quelque part cette ambition de la Chine de devenir non seulement la première puissance économique mondiale, mais aussi de remplacer les États-Unis là où il y a un vide qui va être laissé. Et on pourra en reparler, on ira sur la situation actuelle de manière plus précise après. Éventuellement de
de faire en sorte de se substituer au dollar comme principale monnaie d'échange, en tout cas de ne plus dépendre de l'empire américain. Je voudrais qu'on précise un peu ça, c'est-à-dire cette idée que, comme vous l'avez dit, que finalement la Chine, d'après ce que vous dites et d'après ce que je comprends, n'a pas forcément vocation à créer une espèce d'empire mondial autour d'elle, comme de fait l'ont fait les États-Unis, mais que c'est plutôt, en tout cas c'est ce que j'ai lu récemment, cette idée qu'il y aurait le droit, en tout cas, à ne pas dépendre des États-Unis, à construire un autre modèle et à ne pas être un vassal. C'est quelque chose d'assez subtil. Et par ailleurs, je voudrais revenir à l'autre partie de ma question, qui était vraiment quels sont les enjeux prioritaires, au-delà de ce rapport de force avec les États-Unis et d'éviter la guerre, quelque part, quels sont les enjeux stratégiques des États-Unis, de la Chine, qui vont être déterminants dans ses actions vis-à-vis de l'étranger et de sa construction de réseau, etc. Notamment ce qui sort dans les plans qui sont mis en avant, qui sont faits de manière transparente aussi, pour qu'on comprenne justement quels sont les grands axes stratégiques. Bon. Je vais revenir sur deux éléments parce que je me rends compte que je n'ai pas été suffisamment explicite sur l'idée que la Chine ne veut pas dominer le monde. Bon. Les Chinois le prouvent par deux faits historiques pour prouver justement leur, entre guillemets, si on peut dire, leur nature pacifique, le fait qu'ils ne veulent pas dominer le monde. Bon. Le premier élément historique remonte à 1420. 1420, c'est à peu près la date où un grand amiral chinois, le seul amiral d'ailleurs de l'histoire de Chine, il s'appelle Zheng He, donc vous avez sans doute entendu parler, a pu organiser plusieurs voyages d'exploration qui l'amènent extrêmement loin, jusqu'à la Corne de l'Afrique. Bon. Avec des bateaux d'une taille incroyable. Alors, exactement. Alors, je me rappelle très très bien que lorsque j'apprenais l'histoire de Christophe Colomb, donc dans les écoles françaises, donc on avait un professeur qui nous expliquait que la découverte de l'Amérique a été et la conquête ensuite des Amériques par Christophe Colomb a été autorisée, a été rendue possible grâce à un certain nombre d'inventions, notamment la boussole, qui permettait les grands voyages, et puis une autre invention technique qui était la caravelle. La caravelle qui était un bateau que notre professeur à l'époque qualifiait de géant parce qu'il faisait 30 mètres de long. C'est la Santa Maria de Christophe Colomb, 30 mètres de long, ce qui était un bateau géant. Bon. Or, on se rend compte que Zheng He avait des bateaux, la jonque amirale de Zheng He faisait largement plus de 100 mètres de long, c'est-à-dire elle était largement plus avancée techniquement que la caravelle de Christophe Colomb, et comme vous le savez, la boussole a été une invention chinoise. Donc les Chinois avaient tout à fait la possibilité, et la flotte de Zheng He est une flotte tout à fait impressionnante, avec quelques milliers de personnes. Zheng He a fait 7 voyages, donc qui l'ont emmené, comme je disais, jusqu'en Afrique, et il n'a jamais eu aucune colonie chinoise qui ait été fondée, il n'y a aucun pays de l'Asie du Sud-Est ou de l'Afrique qui ait été conquise par les Chinois. Donc ça c'est la première preuve, entre guillemets, que les Chinois apportent pour dire qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas du tout d'intention belliqueuse et de conquête du monde. Le second exemple que les Chinois donnent est beaucoup plus récent, c'est tout simplement la politique de l'enfant unique. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je remonte aux années 1960. Vous vous rappelez sans doute cette chanson de Jacques Dutronc, 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Bon. Donc, c'était une chanson des années 60, 65, 66, je crois. Bon. Donc, à l'époque, il y avait 700 millions de Chinois. Maintenant, il y en a 1,4 milliard. Donc, la Chine a connu un développement démographique extrêmement important. Eh bien, face à cela, qu'est-ce qui se passe? En 1930, dans les années 30, bon, quand le Japon s'est trouvé confronté au même problème d'une démographie extrêmement importante, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a développé cette théorie d'espace vital qui l'a amené à vouloir conquérir la Chine, le sud asiatique, et à vouloir développer cette politique impérialiste de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'ont fait les Chinois? Eh bien, les Chinois ont développé la politique de l'enfant unique.
parce qu'ils ont estimé que le territoire chinois pouvait contenir un certain nombre de personnes et qu'elle ne pouvait pas nourrir plus qu'un certain nombre de personnes. Et par conséquent, pour éviter de franchir ce nombre, ils ont mis en place cette politique de l'enfant unique. Okay. Donc, si vous voulez, voilà deux éléments que les Chinois apportent pour expliquer qu'ils ne veulent absolument pas conquérir le monde. Mais ceci dit, s'ils ne veulent pas conquérir le monde, ils ne veulent pas non plus être soumis donc, au reste du monde, et en particulier pas aux États-Unis. Et comme ils voient que les États-Unis ont une politique qu'ils considèrent comme étant très, très agressive, eh bien, les Chinois ont mis en place une politique qui rappelle la culture et la tradition chinoise. Et je voudrais faire un parallèle avec un élément très important, alors qui est tiré d'un ouvrage qui s'appelle le Tao Te Ching. Vous savez, le Tao Te Ching qu'on a traduit par le livre de la voie et de la vertu. Enfin bon, donc c'était un livre qui est attribué à Lao Tzu et qui est un peu le livre, le premier livre du taoïsme chinois. Vous avez un passage du Lao Tzu, donc on l'appelle parfois le Lao Tzu, vous avez un passage du Lao Tzu qui est très intéressant, qui vous explique que rien dans le monde n'est plus faible et plus informe que l'eau, qui n'a pas de force, qui n'a pas de forme. Donc, bon. Mais rien ne résiste à l'eau. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'eau. Stratégie de l'eau qui a été illustrée, vous savez, par Bruce Lee, là, donc l'acteur chinois spécialiste des arts martiaux, et qui un jour avait donné une interview et il avait expliqué ses stratégies de l'eau et il avait terminé en expliquant à son interlocuteur américain, il dit « Be water, my friend ». Si tu veux vaincre, sois eau. Donc cette stratégie de l'eau. Eh bien, c'est la stratégie que la Chine applique, c'est-à-dire que de façon silencieuse, elle prend finalement un certain nombre de places que les États-Unis abandonnent. Bon, l'exemple peut être donné par l'OMS, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis se retirent. Bon, les Chinois sont en train de prendre la place des États-Unis. Bon, c'était pareil lorsque les États-Unis s'étaient retirés de l'UNESCO. Vous savez, lors de la première présidence de Trump, il avait retiré les États-Unis de l'UNESCO. C'était la Chine qui avait pris la place des États-Unis. Donc, la Chine fait ça, mais la Chine le fait de façon le moins agressif possible, donc de la façon la plus calme et la plus profil bas possible, donc en occupant du terrain, mais sans agressivité. Comment vous expliquez alors, il y a quand même une stratégie comme tout pays aussi de sécurisation du développement et de sécurisation de son territoire et de sa souveraineté via une stratégie de sécurisation des ressources, des infrastructures, il y a ce qu'on va appeler les nouvelles routes de la soie, une expansion commerciale, etc., avec une manière chinoise aussi de faire les choses qui va être différente de ce qu'on va faire en Occident. Mais du coup, il y a une forme d'expansion de la Chine. Et comment aussi on explique ce qui va être décrit parfois comme une certaine méfiance envers la Chine, notamment de la part de ses voisins, puisqu'il y a cette question comme ça cette volonté de réassurance qui revient souvent. Justement, on entend souvent la Chine dire, mais nous, on n'a pas de volonté expansionniste, etc. Mais néanmoins, il y a quand même des tensions avec le Vietnam, avec le Japon, autour de petits îlots, etc. Il y a une volonté aussi d'expansion via des comptoirs, etc. Donc, comment on explique ça? Comment on explique cette tension qu'il peut y avoir et cette méfiance? Alors, ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, c'est aussi quelque chose qui, je pense, est assez mal compris. Bon,
Je vais encore une fois me référer au Lao Tzu et au taoïsme. Bon. Vous avez un autre passage du Lao Tzu qui dit la chose suivante, qui dit 30 rayons convergent vers le centre, mais c'est le vide du moyeu qui permet à la roue d'avancer. Bon. C'est l'opérativité du vide. Quand vous êtes en Chine, il faut toujours s'intéresser au plein et au vide. Et c'est la relation entre le plein et le vide qui permet au monde d'avancer. Bon. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce que j'ai tendance à penser que ce qu'on appelle une nouvelle route de la soie, c'est en fait un concept vide. Mais ce n'est pas une critique, c'est au contraire pour comprendre la façon dont ça opère. Bon. C'est-à-dire que lorsque Xi Jinping a lancé cette notion de nouvelle route de la soie, qui dans le vocabulaire de Xi Jinping d'ailleurs était une ceinture, une route, bon, eh bien, en fait, il n'a jamais défini véritablement. Il a lancé une notion, mais cette notion est une notion vide, au sens taoïste du terme, c'est une notion qui est opérationnelle, qui doit être opérative. C'est-à-dire qu'à partir de cette notion de vide, ben, il faut le remplir avec ce qui est adapté. Bon, donc tout le monde voit que bon, vous avez d'abord la connectivité, le fait d'avoir des liaisons aériennes, des liaisons maritimes, aériennes, ferroviaires, etc. Mais ce n'est pas que cela. C'est-à-dire il faut mettre dans la ceinture de la route donc, ce qui est le plus adapté et ce qui permet effectivement de relier les nations entre elles. Ça peut être la culture, ça peut être donc, les télécommunications, ça peut être énormément de choses et ça va dépendre de ce qui, encore une fois, à un moment donné, va être le plus adapté. Donc, la Chine a ce désir effectivement d'être connecté au reste du monde et de pouvoir faire en sorte qu'elle ne soit pas dépendante d'une nation qui viendrait la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre un certain nombre de mesures que la Chine a prises depuis très longtemps. Un exemple dont on commence à se rendre compte, ça a été la politique chinoise sur les terres rares. Bon. La Chine, comme vous le savez, depuis maintenant plus de 30 ans, donc, a petit à petit monté un espèce de quasi-monopole sur les terres rares. Et donc, on se rend compte maintenant en Europe, donc je crois qu'il y a quelques mois de cela, Madame Ursula von der Leyen a expliqué qu'il était extrêmement important pour l'Europe de sécuriser ces terres rares en disant que eh bien, les terres rares, c'est au XXIe siècle ce qu'était le pétrole au XXe siècle. Bon. Donc, Madame von der Leyen vient de le dire il y a quelques mois. Eh bien, Deng Xiaoping a dit la même chose, mais ça fait 30 ans. Bon. La Chine a mis en place systématiquement, mais patiemment, lentement, cette stratégie de maîtriser les terres rares. Et on voit actuellement toute l'importance que cela peut avoir, puisque, comme vous le savez, donc, les États-Unis, sous M. Trump, viennent de décider de diriger des barrières douanières absolument colossales contre toute importation chinoise pour essayer de dominer et d'obliger la Chine à prendre un certain nombre de mesures. Comment a répliqué la Chine? La Chine a répliqué en élevant des droits de douane de son côté, mais surtout a fait comprendre qu'elle avait la possibilité de couper l'accès aux terres rares aux États-Unis. Ce qui, en fait, est quelque chose qui, dans le court terme, en tout cas, n'est pas un problème soluble pour les États-Unis. Ce qui fait d'ailleurs, enfin, on revient là-dessus, que moi, personnellement, je n'ai pas cru que Trump lancerait une guerre commerciale contre la Chine,
parce que la Chine a tellement d'avantages dans cette guerre que cette guerre ne peut absolument pas être remportée par les États-Unis. Et je ne comprends toujours pas d'ailleurs comment Trump a pu lancer cette guerre actuellement. Personne ne comprend vraiment. J'ai l'impression. Est-ce qu'on peut rester là-dessus? Parce que c'est quand même un moment crucial. Alors, on ne sait pas comment ça va se développer, hein. Chaque jour, il y a des choses assez inattendues qui arrivent. Mais le fait est qu'aujourd'hui, Trump, donc un peu contre toute attente et presque contre toute logique, en tout cas, logique économique classique, utilise cette arme tarifaire à tout va, donc, mais en particulier avec la Chine, avec pour idée d'affaiblir d'un côté la Chine avec cette idée donc que la Chine étant grosse exportatrice, ça va lui donner un coup économique, par ailleurs dans une situation économique qui n'est pas extrêmement confortable en ce moment, et que ça pourrait ramener certains emplois aux États-Unis, notamment des emplois stratégiques ou des secteurs stratégiques. On peut parler de cette vision des choses qu'a Trump et la critiquer, mais je voudrais surtout m'arrêter sur ce que ça veut dire concrètement pour la Chine aujourd'hui, ce qui se passe, la hausse des tarifs, et que vous développiez sur ce rapport de force, en fait mal évalué, et sur ce qui est mis en place et ce qui pourrait se développer. Voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer autour de cette nouvelle guerre commerciale et quels sont les enjeux? Cette guerre commerciale, comme je vous le disais tout à l'heure, est une guerre que je ne comprends pas, puisqu'elle a été déclenchée par donc Donald Trump. Et en fait, dans ma perception des choses, Donald Trump n'a aucune chance de pouvoir gagner cette guerre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que s'il y a un pays au monde qui est préparé à cette guerre commerciale, c'est bien la Chine. Rappelez-vous, Trump, lors de son premier mandat, avait lancé déjà une première guerre commerciale contre la Chine. C'était en 2018. Et à l'époque, la Chine a été surprise. La Chine ne s'y attendait pas. Bon. Mais elle a commencé à réagir. Bon, Trump, ensuite, très rapidement, a été remplacé par Joe Biden, comme vous le savez. Bon. Joe Biden qui a défait à peu près toute la politique de Trump, sauf sur un point, qui était justement la politique anti-chinoise. C'est un des rares domaines où Biden a non seulement continué, mais même amplifié la politique anti-chinoise de Trump. Donc, ça fait 7 ans maintenant, depuis 2018, que les Chinois se préparent à l'éventualité d'une nouvelle guerre commerciale. Et la Chine a pris toute une série de mesures, mais encore une fois, des mesures qui sont discrètes, qui ne se voient pas trop, donc, mais qui peuvent avoir une beaucoup plus grande efficacité. Bon, donc j'ai cité le fait que la Chine a aussi élevé un certain nombre de droits de douane, en particulier sur les céréales, ce qui est quand même politiquement très important parce que, comme vous le savez, les agriculteurs américains sont en grande partie des électeurs partisans de Trump. Donc le fait de leur faire mal est quand même un élément donc politique qui n'est pas négligeable. Bon. D'autre part, la Chine adopte toujours une combinaison d'autres facteurs avec, je l'ai rappelé tout à l'heure, la politique sur les terres rares. Mais ce n'est pas tout. En fait, très souvent, moi j'écoute beaucoup de commentateurs expliquer que les deux pays sont dans une situation un peu symétrique. C'est-à-dire que les États-Unis sont un pays qui consomme trop et qui n'épargne pas assez, alors que la Chine, c'est l'inverse, c'est un pays qui épargne trop et ne consomme pas assez. Bon. Donc on a tendance à les mettre dos à dos et à dire voilà deux pays qui se trouvent dans des situations difficiles, symétriques. En fait, je pense qu'il faut faire simplement appel au bon sens. Bon. Quand vous avez un pays donc, qui épargne beaucoup et qui dépense peu, bon. Et quand vous avez maintenant les dirigeants de ce pays qui expliquent que
c'est un acte de patriotisme que de dépenser davantage en disant donnez-vous du bon temps, donc maintenant divertissez-vous et donc libérez-vous. Bon, d'un côté. Parler de la Chine, là. Et de l'autre, et de l'autre, vous avez un pays dans lequel les gens sont accros, sont vraiment addicts, comme on dit, accros à la consommation. Et quand vous leur expliquez qu'il faut que vous serriez à la ceinture, donc quelle est la politique qui est la plus facile à mettre en place? Je vais vous citer un exemple, simplement quelque chose auquel on ne pense pas. Bon. Savez-vous que à peu près 90% des jouets qui sont importés aux États-Unis, parce que les États-Unis n'en fabriquent pratiquement plus, viennent de Chine? Bon. Les jouets, comme vous savez, est un marché qui est le plus important à Noël. Pour que les jouets arrivent donc dans les familles américaines à Noël, il faut qu'elles soient embarquées à peu près au mois de septembre, au plus tard. Pour qu'elles soient embarquées au mois de septembre, il faut qu'elles soient fabriquées au début de l'été. Et pour qu'elles soient fabriquées au début de l'été, il faut que les commandes soient passées au mois de mai ou au mois de juin, c'est-à-dire c'est demain ou après-demain. Imaginez que cette guerre commerciale donc, perdure et que les fameux droits de douane restent en l'état. Bon. Est-ce que vous pouvez imaginer que la mère américaine va aller expliquer à sa petite fille qu'elle n'aura pas de poupée parce que, eh bien, M. Trump l'a voulu? Est-ce que vous imaginez que c'est quelque chose de possible? Ouais, Trump a dit l'autre jour, vous n'auriez pas 30 Barbie, vous n'en aurez plus que 2, c'est ça? Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Bon, donc, mais il n'y a pas que les Barbies. Les jeux électroniques, en fait, tout, je dis que 90% des vêtements, des jeux viennent de Chine. Bon. Et il ne faut pas se leurrer. Donc, on ne va pas trouver un autre pays où on va pouvoir fabriquer ces jouets immédiatement, pour Noël, en tout cas 2025. En quoi oui. Non, bah, alors, je peux vous laisser développer, mais en quoi est-ce que, malgré tout, ça fait mal à la Chine? Ou alors en quoi est-ce que, sur le moyen terme, c'est une opportunité finalement pour elle d'accélérer une forme de transition aussi? Alors, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'effectivement, donc, ces droits de douane font mal à la Chine parce que vous avez toute une série de sociétés qui exportent et qui vont se trouver privées de travail, donc avec certainement un certain nombre de licenciements. Donc, c'est quelque chose que la Chine n'accepte pas avec plaisir. Bon, donc la Chine va souffrir de ce côté-là. La véritable question, c'est qui va pouvoir le plus souffrir et pendant combien de temps? Donc, on se rend compte de ce côté que la Chine, donc depuis des années et des années, donc veut développer son marché intérieur. Vous savez, je vais vous faire un calcul très simple. Le PIB de la Chine actuellement fait à peu près 19 000 milliards de dollars. Je donne des chiffres un peu approximatifs. Bon. Et si vous prenez le ratio consommation sur PIB, vous avez un ratio de 36% pour la Chine, ce qui est extrêmement faible. Parce que si vous prenez n'importe quel autre pays, même des pays émergents comme le Brésil ou l'Inde, vous avez un ratio de plus de 60%. Donc le ratio consommation sur PIB de la Chine est quand même très faible et de 36%. Bon. Si vous prenez 36% de 19 000 milliards de dollars, vous arrivez à peu près à 7 000 milliards je prends le chiffre rond, 7 000 milliards de dollars. D'accord? Bon. Donc, 7 000 milliards de dollars, supposons que les Chinois consomment 6% de plus. Bon. 6%, ça fait à peu près 420 milliards de dollars. D'accord? Pourquoi est-ce que je prends 6%? Eh bien, tout simplement parce que 420 milliards de dollars, c'est à peu près le montant total des exportations chinoises vers les États-Unis en 2024. Autrement dit, donc c'est théorique, si les Chinois consommaient 6% de plus, eh bien, ils pourraient remplacer la totalité des exportations de la Chine vers les États-Unis. Alors,
évidemment, ce que je dis est beaucoup trop simple et ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est simplement pour montrer que mathématiquement, on n'est pas dans quelque chose d'impossible pour la Chine. C'est-à-dire que si la Chine combine à la fois une augmentation de la consommation, des exportations vers d'autres pays et autres, donc c'est pas du tout impossible pour la Chine de pouvoir compenser les exportations aux États-Unis. En revanche, pour les États-Unis, compenser les 400 milliards de dollars qu'ils importent de la Chine, c'est quelque chose qui est actuellement impossible. Il y a un sujet qui est assez fondamental aussi, qui est un peu plus complexe, un peu plus technique pour comprendre ce rapport de force, c'est la monnaie. Et notamment une crainte qu'ont les États-Unis de voir le dollar s'affaiblir, pas forcément en termes de valeur par rapport aux autres monnaies, mais de ne plus être la monnaie de réserve qui leur permet aujourd'hui d'avoir un avantage considérable, notamment de s'endetter à peu près comme ils veulent, etc. Ça, la Chine l'a compris depuis longtemps, et d'ailleurs a un fort levier qu'on pourrait expliquer par rapport au dollar. Mais pareil, dans cette logique d'indépendance, souhaite regarder comment, à terme, faire en sorte que le dollar ne soit pas, ne les prenne pas en otage. Qu'est-ce qui, vous savez, de ce qui se joue autour de cette question du yuan, du RMB par rapport au dollar et de ce qu'on voit émerger avec la sphère d'influence chinoise, notamment des BRICS, mais pas que, qu'il faut avoir en tête pour comprendre l'importance de cette question et ce nouvel ordre qui peut-être est en train de se dessiner. Alors, je suis convaincu que la Chine actuellement n'a aucune intention de remplacer le dollar, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que tous les Chinois, encore une fois, de haut niveau, ayant de responsabilités politiques que je rencontre, me disent qu'eux, ils savent très bien que si la Chine attaquait le dollar et voulait remplacer le dollar, ce serait un casus belli. Les États-Unis ne le supporteraient pas et ce serait la guerre. Donc ils sont extrêmement conscients de ça, de ce que vous dites, c'est-à-dire cet avantage que Giscard d'Estaing, vous savez, traité d'exorbitant, donc ce droit de seigneuriage du dollar. Les Chinois sont absolument conscients de cela, mais ils sont aussi conscients du fait que le dollar ne peut pas être remplacé actuellement par une autre monnaie, et en particulier ne peut pas être remplacé par le renminbi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour que le renminbi devienne vraiment une monnaie internationale, il y a un certain nombre de contraintes que la Chine ne peut pas se permettre. Et il y a notamment deux contraintes importantes. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une convertibilité totale du renminbi. Donc, le gouvernement chinois actuellement n'est pas prêt à accepter une convertibilité totale du renminbi. Et deuxièmement, pour que le renminbi soit une monnaie de réserve, il faut qu'il en ait beaucoup. Et pour qu'il y en ait beaucoup, il faut que la Chine en crée beaucoup. Et en fait, là, une des raisons pour lesquelles le dollar est une monnaie de réserve, c'est parce que le dollar est extrêmement abondant dans le monde à cause des déficits permanents que les États-Unis ont depuis une trentaine d'années. Or, c'est l'inverse qui se passe en Chine, puisque la Chine, au contraire, a des excédents extrêmement importants. Et si vous avez des excédents extrêmement importants, vous ne fabriquez pas des renminbi, et par conséquent, le renminbi ne peut pas être monnaie de réserve. Et la Chine n'est pas du tout prête à, au contraire, importer en très très grande quantité pour créer énormément de renminbi. Donc, les Chinois sont de ce côté-là extrêmement pragmatiques. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas remplacer le dollar à court terme et n'ont aucune intention de le faire. Ok, ça a le mérite d'être clair. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu, enfin qu'on dise deux mots en tout cas sur la place de l'Europe dans tout ça et ce que vous percevez comme étant des incompris. Pareil, encore une fois, l'Europe a du mal à se situer dans ce duopole qui se dessine. Avec d'un côté une nouvelle crainte des alliances historiques avec les États-Unis, et une forme d'opposition aussi, en tout cas théorique par rapport à la Chine, même s'il y a énormément d'échanges commerciaux. Là, on voit que ça devient plus compliqué avec les États-Unis, qu'il y a pareil, en théorie, une méfiance qui s'installe, une défiance qui s'installe. Voilà, comment l'Europe perçoit sa place. Qu'est-ce que vous percevez, vous, comme étant quelque chose qui va vous irriter, qui est un incompris, et notamment vis-à-vis de la Chine? La Chine, en fait, a toujours voulu
que l'Europe soit un contrepoids politique aux États-Unis. Bon. Et c'est ainsi que la Chine a toujours prêté beaucoup d'attention à l'Europe. Je vous rappelle que la Chine a été un des premiers pays au monde à envoyer un ambassadeur auprès de l'Union européenne. Donc, pour la Chine, l'Europe est extrêmement importante. Le problème que la Chine voit à l'Europe, et je reviens à ce que j'ai dit précédemment, c'est que l'Europe manque de puissance. Elle manque de puissance tout simplement parce qu'elle n'a pas d'unité. Je rappelle que pour les Chinois, la puissance d'un pays dépend de son unité. Bon. Et la désunion de l'Europe que nous connaissons donc, fait que malheureusement pour les Chinois, l'Europe ne peut pas être en tant que telle un contrepoids suffisamment important aux États-Unis. Mais l'Europe a le mérite d'exister, et même si ce n'est pas suffisant, c'est quand même quelque chose. Donc, moi je pense que du côté européen, on a tout à fait intérêt à utiliser cela. Et à utiliser et à renverser un peu les problèmes, c'est-à-dire à utiliser la Chine comme contrepoids possible à l'influence des États-Unis. Nous savons très bien, et nous le voyons en tout cas, que la politique de Trump est une politique qui est tout à fait révolutionnaire dans le sens où elle ne distingue plus les amis des ennemis. Puisque nous voyons bien, au niveau de cette politique commerciale, les fameux droits de douane sont appliqués indifféremment à des pays alliés ou à des pays qui ne le sont pas. Et c'est même l'inverse qui se produit, et puisque nous voyons que, par exemple, la politique commerciale de Trump est très très tolérante vis-à-vis de la Russie, beaucoup plus que vers l'Europe ou vers le Japon ou d'autres pays de ce type. Donc, Trump ne connaît pas des amis ou des ennemis, il connaît des pays faibles et des pays forts. Donc, pour que l'Europe puisse se faire entendre, se faire respecter de Trump, il faut que l'Europe puisse disposer de leviers vis-à-vis des États-Unis. Et un des leviers possibles, c'est justement la Chine. Donc moi je pense que l'Europe a tout à fait intérêt à utiliser la Chine, même s'il ne s'agit pas de remplacer, et je pense que c'est complètement illusoire, de penser qu'il puisse y avoir un renversement d'alliance, c'est-à-dire que l'Europe s'allie à la Chine contre les États-Unis. En revanche, je pense qu'opérationnellement, il n'est pas du tout idiot pour l'Europe d'utiliser la Chine comme étant une alternative et ce que j'appelle un contrepoids à la politique agressive des États-Unis. Je voudrais qu'on essaie de comprendre aussi ce qui se joue par rapport à la Russie, puisqu'on parlait de l'Europe. Aujourd'hui, c'est une question fondamentale pour le bloc européen de manière générale. Comment la Chine se positionne par rapport à la Russie, par rapport au conflit aussi en Ukraine, et plus largement, comment elle va voir son rôle dans la géopolitique internationale, notamment des conflits? Je pense qu'on commet une grande erreur en pensant que la Chine et la Russie constituent un bloc inséparable. Si on regarde de façon historique, il n'y a pas une amitié éternelle, comme on le croit, entre la Russie et la Chine. Je rappelle que tout à l'heure, je parlais du siècle d'humiliation donc de la Chine, et on a l'impression que ce siècle d'humiliation s'est achevé par la rétrocession de Hong Kong, vous savez, à la Chine en 1997. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il existe un pays qui occupe toujours une partie extrêmement importante du territoire chinois, de l'Empire chinois, c'est la Russie. Toute une partie de la Sibérie, notamment celle donc, dominée par Vladivostok, donc, était une partie de l'Empire chinois et fait partie maintenant de la Russie. Donc, la Russie n'a pas restitué ses territoires à la Chine et ne le fera jamais.
Donc la Chine d'ailleurs l'a accepté puisqu'il y a un traité de paix qui a été signé dans lequel la Chine reconnaît que ces territoires appartiennent maintenant à la Russie. Mais je fais ce rappel pour expliquer qu'il n'y a pas une amitié éternelle entre la Chine et la Russie. Alors pourquoi est-ce que maintenant il y a ce rapprochement extrêmement important que l'on constate et qui est réel entre la Chine et la Russie? Eh bien en fait, c'est le résultat de la politique américaine. Je précise. Bon. La Chine est amie avec la Russie, mais elle est amie avec l'Ukraine aussi. Donc, et les relations entre l'Ukraine et la Chine étaient très bonnes avant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et je vous rappelle d'ailleurs que lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014, la Chine n'a jamais reconnu cette annexion de la Crimée par la Russie, contrairement à Trump qui apparemment est prêt à le reconnaître. Donc la Chine a toujours été de ce côté-là beaucoup plus prudente qu'on ne le pense dans ses relations entre l'Ukraine et la Russie. Mais alors pourquoi est-ce que la Chine est maintenant beaucoup plus proche de la Russie que des pays occidentaux et n'a pas de politique hostile à la Russie, malgré le fait qu'elle n'a pas approuvé cette invasion de l'Ukraine par la Russie? Eh bien, je disais que c'est la politique américaine et en particulier la politique de Biden. Joe Biden, qui a, comme je le disais tout à l'heure, continué la politique anti-chinoise de Trump, l'a fait en fait de façon beaucoup plus habile qu'on ne le pense. Si vous regardez ce qui s'est passé pendant la présidence de Biden, il s'est ingénié à finalement créer un espèce de cordon sanitaire autour de la Chine qui a été quand même assez efficace. Bon, il a par exemple monté ce qu'on appelle AUKUS, qui rassemble la Grande-Bretagne, l'Australie et les États-Unis, donc faisant bloc contre la Chine. Bon, il y a le fameux Quad, donc dans lequel il y a l'Inde, donc une fois l'Australie, donc le Japon et les États-Unis. Bon, il y a et Biden a quand même eu quelques succès diplomatiques assez remarquables. Il a réussi, par exemple, à réconcilier la Corée du Sud avec le Japon. Ce qui me paraissait impossible, puisque vous savez que les deux pays donc, ont un différend quand même extrêmement important qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, il a réussi à réconcilier ces deux pays donc, pour les unir dans une politique anti-chinoise. Donc, si vous regardez la géographie, vous vous rendez compte que Biden a réussi à faire en sorte que tous les pays voisins de la Chine se sont en quelque sorte alliés dans une alliance donc, informelle, mais finalement dangereuse pour la Chine. Et le cauchemar de la Chine est que éventuellement la Russie puisse se joindre à ce bloc, parce qu'à ce moment-là, la Chine serait entourée par des pays tous hostiles. Et c'est quelque chose que la Chine a crainte lors de la première présidence de Trump. Vous vous rappelez que c'était, je crois, en 2018, il y a eu une rencontre entre Trump et Poutine qui s'est passée à Helsinki. On ne s'en souvient plus, mais ça a été une rencontre très importante, et je le sais parce que les responsables chinois à qui j'en parlais me faisaient part de leur inquiétude en disant « mais on ne sait pas ce qui va se passer, mais si Trump et Poutine s'accordent et tissent une espèce d'alliance de circonstances contre la Chine, à ce moment-là, ce serait quelque chose d'extrêmement dangereux pour la Chine. » Bon, il s'est trouvé que cette rencontre d'Helsinki s'est très mal passée et n'a donné aucun résultat. Bon. Donc, mais vous voyez comment cette idée qu'il y a un bloc où les États-Unis et la Russie s'allieraient contre la Chine n'est pas du tout quelque chose d'impossible, et c'est quelque chose contre laquelle, évidemment, la Chine fait tout ce qu'elle peut pour l'éviter. L'autre grande question géopolitique, en tout cas le risque géopolitique majeur, il est autour de Taïwan. Est-ce qu'on peut
y revenir pour avoir votre point de vue, en tout cas sur, pas forcément sur l'historique, en tout cas votre point de vue sur ce que pense la Chine de cette situation. L'ambition de la Chine, vous avez dit que c'était la réunification, enfin l'unification, selon de quel point de vue on parle. Qu'est-ce qui peut se passer? Quelle est l'ambition chinoise, la timeline, on va dire, c'est-à-dire l'agenda sur les prochaines années et les risques autour de cette question-là? Alors, comme je vous le disais, du côté chinois, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Donc, l'objectif de tout dirigeant chinois depuis Mao est qu'il y ait ce qu'on appelle la réunification de Taïwan à la Chine. Donc ça n'a absolument pas changé, que ce soit Xi Jinping, Hu Jintao, ou quel que soit le dirigeant de la Chine. Mon sentiment est que la Chine fait tout pour que cette réunification se fasse de façon pacifique. Et je pense qu'elle a de très grandes chances, en fait, que ça se passe ainsi, de façon pacifique. Le meilleur moyen que j'ai pour illustrer cela, c'est en fait un cas de la théorie des jeux qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Je vais vous le décrire de façon très brève. Qu'est-ce que c'est le dilemme du prisonnier? Eh bien, c'est un cas. On imagine que dans un pays imaginaire, vous avez deux voleurs qui se font arrêter par la police. Et le juge, à ce moment-là, les sépare et leur dit, bon, écoutez, vous méritez une peine, bien sûr, mais je vais vous laisser choisir votre peine. Vous pouvez choisir soit de faire 10 ans de prison, ou vous pouvez choisir d'être libéré tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Mais attention, il y a quand même une condition, c'est-à-dire que la peine réelle qui vous sera appliquée va dépendre de celle que votre complice va choisir. Pour être plus clair, si vous choisissez tous les deux 10 ans de prison, eh bien vous ferez chacun 10 ans de prison. Si vous choisissez tous les deux d'être libres, vous serez tous les deux libres. Mais si si l'un de vous choisit 10 ans de prison, et si l'autre choisit la liberté, alors celui qui aura choisi la liberté sera exécuté sur le champ. Vous voyez un peu donc ce cas. Eh bien, je vous laisse réfléchir, mais vous voyez que la théorie des jeux explique que quand les deux personnes sont séparées, n'ont pas de moyen de communiquer, ou quand il y a un moindre doute qui s'installe entre les deux, mais finalement, la solution que les deux vont adopter, ça va être de choisir 10 ans de prison. Donc, vous voyez un petit peu ce qui est en train de se passer, et de ce point de vue-là, l'imprévisibilité de Trump et le fait qu'on ne soit pas sûr de la politique de Trump, parce que Trump fait de l'imprévisibilité justement sa marque de fabrique, en fait renforce la possibilité pour la Chine de pouvoir réaliser cette réunification sans violence. Pourquoi? Tout simplement parce que le choix qui va s'offrir aux Taïwanais va être qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous entamons des négociations avec la Chine pour faire une réunification, mais qui nous laisse le plus de liberté possible? Donc, ce que la Chine est prête à accepter, c'est-à-dire donc c'est ce fameux un pays deux systèmes dans lequel la Chine dit bon, je suis prêt à accorder une très très grande autonomie à Taïwan et à son système, ou est-ce que je refuse systématiquement la réunification avec la Chine et en quelque sorte je réclame l'indépendance qui ne pourra être réalisée que si je suis sûr que les États-Unis à ce moment-là viendraient à mon secours. Qui peut actuellement être sûr que les États-Unis viendraient au secours de Taïwan?
Donc vous voyez un peu la conclusion à laquelle j'arrive. Oui, effectivement, la nouvelle incertitude du gouvernement américain pose énormément de problèmes pour beaucoup d'acteurs, effectivement. On met beaucoup de temps à construire la confiance et très peu de temps à la défaire, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Oui. Absolument. En tant que citoyen français, enfin, voilà, on va parler un peu plus spécifiquement de la France, hein, désolé pour les autres francophones qui nous écoutent, mais c'est des questions qui m'intéressent. Comment on se positionne par rapport à tout ça, en fait, à cette nouvelle complexité, à ce nouvel ordre mondial qui est en train d'émerger, et notamment par rapport à la Chine, vous avez un pied dans chaque pays. Voilà, quels sont les discours que vous tenez et quelles sont là encore les choses qu'on devrait mieux comprendre dans cette relation. Je pense que la France et la Chine, en fait, ont beaucoup de choses à se partager. Bon. Et vous savez, la raison pour laquelle je suis français, c'est bien sûr parce que mon père est venu en France, je le rappelais tout à l'heure, en 1937. Mais pourquoi est-ce que mon père est venu en France et non pas en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis? Eh bien, c'est parce que finalement, on se rend compte que la France et la Chine ont finalement beaucoup plus de points communs qu'on ne le pense. Je vais citer un exemple parmi d'autres. Bon. Vous avez actuellement dans le monde, comme nous le savons, les États-Unis qui ont élu un président qui est Donald Trump. Bon. Donald Trump qui est un homme d'affaires, un commerçant, bon, qui est maintenant devenu président de la première puissance mondiale. Bon. Et qui n'a aucune expérience politique, en fait. Bon. Eh bien, c'est quelque chose qui me paraît impossible dans un pays comme la Chine, et ça me paraît aussi impossible dans un pays comme la France. Ce qui m'a toujours frappé quand j'ai fait mes études en France, c'est le fait qu'il y a quand même une notion qui m'a accompagné pendant toutes mes études, c'était la notion de service public. J'ai beaucoup de camarades qui sont des gens absolument remarquables et qui ont fait un choix dans leur carrière de ne pas nécessairement gagner beaucoup d'argent, mais d'être au service du public. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé extrêmement honorable, et c'est quelque chose que je retrouvais en France et que j'ai retrouvé aussi en Chine. Donc, si vous voulez, cette idée peut se décliner dans différents éléments. Moi j'ai un très bon ami qui est un scientifique de très très haut niveau, qui aurait pu largement faire fortune s'il était allé aux États-Unis, mais qui a préféré être professeur dans une université française, à continuer à faire des recherches en France, alors qu'il est payé de façon quand même modeste, bon, donc acceptable mais modeste. Bon. J'ai aussi trouvé des gens en Chine qui avaient un peu ce même type de mentalité. Il se trouve que la Chine a pour elle l'avantage du nombre, mais peut-être que dans une certaine mesure la France a l'avantage de la qualité. Je parle de la recherche scientifique. Bon. Donc j'ai toujours rêvé du fait qu'une combinaison entre les talents français et les talents chinois ferait quelque chose qui serait peut-être irrésistible. De ce que vous observez de la relation actuelle, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait? Quelle est la dynamique? Est-ce que c'est particulièrement tendu? Est-ce que ça reste ouvert? Est-ce que il y a des enjeux de souveraineté justement qui créent un certain type de tension? Voilà, quels sont on n'est pas là-dedans, je suis pas dans beaucoup de conversations et je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent ne connaissent pas l'état du jeu entre guillemets. Qu'est-ce que vous en percevez de la qualité de la relation?
La qualité de la relation est en train de changer de façon extrêmement importante. Bon. Ceci est dû notamment à Donald Trump, bien entendu. Bon, il y a quelques mois et quelques semaines encore, j'étais très inquiet parce que je voyais que la relation entre la Chine et les États-Unis était immobilisée par un certain nombre de ce qu'on appelle des irritants. Le fait que, par exemple, la Chine a été très irritée que l'Union européenne prenne des mesures contre l'importation des véhicules électriques chinois, comme vous le savez. Bon. Et c'était d'autant plus dangereux que les Chinois considèrent que c'est la France qui, en l'occurrence, a pris le leadership de cette politique anti-chinoise. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, la Chine a pris un certain nombre de contre-mesures, dont notamment l'impossibilité pour les fabricants d'alcool français, notamment de cognac, de vendre en Chine. Donc ce sont des irritants. Bon, ce sont pas des maladies graves, c'est un peu ce que j'appelle des cailloux dans la chaussure. C'est-à-dire que c'est pas une maladie mortelle, mais si vous essayez de marcher avec des cailloux dans la chaussure, c'est quand même extrêmement handicapant. Bon. Et puis là, récemment, j'ai eu le sentiment que les choses avançaient un peu, notamment à cause de cette hostilité générale affichée par Trump. Et que les négociations reprennent entre l'Union européenne et la Chine, que la Chine a pris des positions également plus modérées en ce qui concerne les alcools français. Bon, donc, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir aplanir à ce moment-là ces difficultés et pouvoir reprendre une course beaucoup plus favorable pour les deux pays. Parce que ce dont je suis convaincu, c'est que cette guerre commerciale généralisée qu'on aperçoit aujourd'hui dans le monde est typiquement ce qu'on va appeler une situation perdant-perdant. On arrive à la fin. Si vous aviez 2 livres à lire absolument dans votre vie, pas forcément sur ce sujet-là, mais voilà, vos 2 livres qui vous ont le plus marqué, 2 ou 3 ou 1, enfin voilà, des recommandations de lecture. Écoutez, si j'ai quelques livres à vous recommander, alors peut-être plus de 2. Donc, je vais rester dans là où j'ai le plus travaillé, c'est-à-dire la Chine et le reste du monde. Bon, moi, le premier livre que je conseillerais, ce sont les livres écrits par François Julien. Donc, philosophe français François Julien, que je considère comme étant celui qui a le mieux analysé donc les cultures chinoises et françaises. Donc, tous les livres de François Julien sont absolument passionnants. Ils sont peut-être un peu difficiles, mais un livre comme Le détour relaxé, par exemple, ou Le traité de l'efficacité sont des livres extraordinaires. Portant sur Donc, je commencerai par les livres de François Julien. Ensuite, sur la Chine, il y a un livre qui me paraît extrêmement intéressant, qui est celui que Henry Kissinger a écrit, qui s'appelle « De la Chine », donc, où il mélange à la fois une analyse de la Chine avec ses propres souvenirs de ses relations avec la Chine. C'est absolument passionnant et extrêmement instructif. Donc, De la Chine d'Henry Kissinger. Bon. Okay. Je rajouterai peut-être 2 livres un peu différents. Donc, si on veut bien connaître la Chine, un livre qui a été écrit par un sinologue un peu oublié, qui s'appelle Étienne Ballas, qui s'appelle La bureaucratie céleste, qui est une analyse extrêmement fine du fonctionnement de la Chine. Bon. Et puis je terminerai par un livre typiquement français, qui est écrit par Alexis de Tocqueville,
donc, qui ne concerne pas du tout la Chine. Alors, c'est pas la démocratie en Amérique que tout le monde connaît, mais c'est un autre ouvrage qui n'a pas terminé, qui s'appelle L'Ancien Régime et la Révolution. Bon. Donc, qui est un livre extrêmement profond, et dont je parle parce que c'est le livre donc on a conseillé à un certain moment à tous les dirigeants chinois de lire si vous voulez comprendre l'évolution de la France, comment la France est arrivée à la Révolution française et comment ces idées peuvent s'appliquer à la Chine. Très bien, c'est toujours intéressant de savoir ce que les autres lisent. Merci beaucoup André, merci pour ces éclairages. Et puis voilà, comme d'habitude, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aussi aller creuser par eux-mêmes pour développer le sujet. Merci André.